Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast consacré à la politique européenne. Pour ceux qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux, vous avez remarqué que j'ai lancé il y a quelques temps un projet de présentation de la politique européenne et en premier lieu sur l'Union européenne et ses institutions. Je vous laisse checker la bande-annonce du podcast pour avoir un avant-goût général du projet. Je vais d'abord vous présenter l'Union européenne, qui est l'institution politique en Europe par excellence. Et contrairement à la série d'infographies, je vais séquencer cette présentation en plusieurs épisodes. Ce premier épisode est consacré à l'histoire de l'Union européenne, ou quelles ont été les étapes décisives aboutissant à l'actuelle organisation politique transnationale la plus avancée au monde. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants européens ont vu comme solution pour une paix durable les alliances économiques. Les belligérants principaux de la Seconde Guerre mondiale, la France, l'Allemagne et l'Italie, avec le Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, ont décidé de se réunir au sein d'une organisation afin d'organiser la paix entre des pays encore marqués par des années de conflits. Ils le font dans la Communauté européenne du charbon et de l'acier, autrement appelée la CECA, en 1951 suite au traité de Paris. C'est alors le début du processus de construction européenne qui aboutira à l'actuelle Union européenne à 27. 6 ans plus tard, le traité de Rome du 25 mars 1957 créait la Communauté économique européenne, l'organisation qui précède l'Union européenne. Comme ce podcast est consacré à l'histoire de l'Union européenne, je vais revenir dessus de manière chronologique avec les dates marquantes qui ont fait ce que l'Union européenne est actuellement. Je vais commencer par un discours. Ceux qui marquent l'histoire, ceux de grands hommes qui disent de grandes choses. Ce discours est connu pour être fondateur de la construction européenne. C'est un 9 mai 1950, lors d'une conférence de presse, que le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, réalise ce jour-là un discours historique appelant à la création de la future CECA. Ce plan, qui vise une paix durable en Europe, a été élaboré par Jean Monnet, alors commissaire au plan. Écoutons quelques mots de cette déclaration. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays de l'Europe. Cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Le 18 avril 1951, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne signent le traité de Paris, créant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour une période de 50 ans. Il s'agit de la première étape concrète de la construction européenne. Comme je l'ai dit en introduction, 1957 restera une date marquante dans la construction européenne. En effet, les 6 mêmes pays signent les 2 traités de Rome. Le premier instituant la Communauté économique européenne, CEE, avec pour objectif la mise en place d'un marché commun. Le second crée la Communauté européenne de l'énergie atomique, CEEA, dit Euratom. À la différence du traité de la CECA, les 2 traités de Rome sont conclus pour une durée illimitée. En 1965 est signé le traité de Bruxelles. Il fusionne les structures exécutives des 3 communautés européennes, CECA, CEE et Euratom, ce qui forme les communautés européennes. Les droits de douane sont supprimés entre les 6 et un tarif douanier est harmonisé aux frontières extérieures de la CEE en 1968. Quelques années plus tard, en 1973, a lieu le premier élargissement des communautés européennes. En effet, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni rejoignent enfin cette alliance. Un deuxième élargissement en 1981 porte l'Europe politique à 10 avec l'adhésion de la Grèce. On en entend souvent parler, les accords de Schengen. Ceux-ci ont été signés en 1985. La Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas
et la République fédérale d'Allemagne signent ces accords prévoyant la suppression progressive des frontières entre ces États et la libre circulation des personnes. Ces accords n'entreront en vigueur qu'en 1995. Tout juste un an plus tard, a lieu plusieurs événements dans la même année en 1986. Tout d'abord, l'Espagne et le Portugal rejoignent les communautés européennes. Ensuite, l'acte unique est signé. Les dorénavant 12 membres de la CEE signent l'acte unique modifiant le traité de Rome et actant l'entrée en vigueur du marché intérieur unique le 1er janvier 1993. Ah là là, le fameux traité de Maastricht, extrêmement important dans la construction européenne et spécialement celle de l'Union européenne. Mais je reviendrai plus tard dessus dans un épisode qui lui sera spécialement dédié. Pour le présenter brièvement, il a été signé le 7 février 1992 et a créé l'Union européenne, mais il n'est entré en vigueur que le 1er novembre 1993. En 1995, l'Autriche, la Finlande et la Suède rejoignent l'Union européenne. 2 ans plus tard est signé le traité d'Amsterdam qui accorde au Conseil européen le pouvoir de suspension de certaines prérogatives communautaires à des États fautifs de violation des droits de l'homme, des libertés fondamentales ou de la démocratie. En 1999, l'euro devient la monnaie unique de 11 des États membres de l'Union européenne. Ces 11 vont former la zone euro et l'adoptent donc comme monnaie légale. Les pièces et les billets seront mis en circulation que le 1er janvier 2002, mais le paiement des impôts et par chèque était déjà possible dès 1999. On change maintenant de millénaire et en 2001 est signé le traité de Nice. Celui-ci fixe les principes et les méthodes d'évolution du système institutionnel en vue d'un élargissement de l'Union européenne à de nouveaux membres. Cet élargissement arrive 3 ans après avec le plus grand nombre d'adhésions qu'ait connu l'Union européenne d'un coup, avec Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Slovénie, Lituanie, Malte, République tchèque, Pologne et Slovaquie qui adhèrent à l'Union européenne. Il s'agit de la première ouverture aux pays de l'Est après la chute du bloc soviétique. Je vais passer maintenant à une période s'étalant de 2001 à 2005 avec l'échec du projet de constitution européenne. Flashback en 2001 où les 14 et 15 décembre, au Conseil européen de Laeken, les 15 chefs d'État et de gouvernement décident la création d'une convention sur l'avenir de l'Europe pour proposer une refonte des traités en vue de les simplifier et de renforcer l'Union dans la perspective de l'élargissement. Il s'agit là d'une méthode très nouvelle dans la mesure où les modifications de traités étaient jusqu'alors négociées au sein d'une conférence intergouvernementale. Le débat est désormais ouvert au-delà des représentants des gouvernements européens. La convention sera composée de ces derniers, mais aussi de représentants des parlements nationaux, de membres de la Commission européenne et de députés européens. En juillet 2003, la Convention remet son projet de traité établissant une constitution pour l'Europe aux chefs d'État et de gouvernement qui, après négociation, signent le nouveau traité en octobre 2004 à Rome. Mais vous l'avez bien remarqué, l'Europe n'a pas de constitution à l'heure actuelle. Et en fait, ce traité a été rejeté par les électeurs français et néerlandais par référendum, respectivement les 29 et 1er juin 2005, ce qui signale l'arrêt de mort de la Constitution européenne qui n'entrera donc jamais en vigueur. 2007 est également une année importante avec un élargissement à 27 de l'Union européenne avec l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, mais surtout par le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007. Après l'échec de la Constitution européenne, les dirigeants européens n'auront pas dit leur dernier mot. Pour sortir du blocage institutionnel, les chefs d'État et de gouvernement dessinent la signature d'un nouveau traité. Ce traité donne une personnalité juridique unique à l'Union européenne. Elle ne rassemble plus les 3 piliers dont faisait partie la communauté européenne, que je vous expliquerai dans l'épisode consacré au traité de Maastricht. Elle devient donc une réelle organisation unique qui inclut toutes les institutions mis à part l'Euratom. Celui-ci est donc finalement entré en vigueur, mais les ratifications, particulièrement en France et aux Pays-Bas, se sont faites par voie parlementaire. Ce traité est souvent décrit comme un traité de Rome simplifié. En 2012 est signé le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, TSCG. Il interdit aux États signataires, sauf le Royaume-Uni et la République tchèque, un déficit structurel supérieur à 0,5% du PIB. Ouah, c'est assez technique, mais ce traité est fondamental car il consacre un transfert de souveraineté non négligeable en matière de politique budgétaire.
En 2013, l'Europe est à son paroxysme. En effet, l'adhésion de la Croatie porte désormais l'Union européenne à 28 membres. Mais cette effervescence s'éteint bien vite, puisqu'en 2016, vous le connaissez sûrement très bien, a lieu le référendum sur le Brexit. Après un référendum en 1975 et 4 votes au Parlement britannique ayant rejeté la sortie de l'Union européenne, le référendum du 23 juin 2016 obtient 51,89% des voix pour quitter l'Union européenne avec un taux de participation de 72%. En 2020, le 31 janvier plus exactement, acte le retrait officiel et définitif du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette dernière passe donc à 27 États. Ça y est, c'en est fini de ce petit tour historique de l'Union européenne et de sa construction, mais aussi de ses échecs comme le Brexit ou la Constitution européenne. J'espère que ce format de podcast vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, à liker, ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez un peu de temps à me consacrer, également me faire des retours pour que je m'améliore, parce que évidemment, je suis là pour ça. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.